où il n'y a plus de sanitaires, où les sanitaires sont inutilisables. Voilà un secteur dans lequel on aurait dû investir grandement, révolutionner le secteur, y mettre des moyens et faire en sorte qu'il y ait un bond incroyable sur la qualité de la formation en République gabonaise. Plus tes citoyens sont correctement formés, plus tes citoyens seront en capacité de créer de la richesse et de ne pas être des points morts. Et tu règles plusieurs problèmes de cette façon. Moins de délinquance, parce que si les gens travaillent et qu'ils ne sont pas oisifs, qu'ils sont correctement éduqués, correctement soignés, la probabilité qu'ils finissent par être dans des bidonvilles et se battre pour leur vie et pour manger tous les jours est relativement faible. C'est des problèmes connexes qu'il faut impérativement régler si tu veux pouvoir à l'avenir t'apporter un peu de tranquillité. Et mine de rien, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher aux Gabonais, c'est qu'ils ne sont pas très exigeants. Tu leur mets l'électricité pas trop chère et qu'ils ne se coupent pas, une eau qui soit potable, où il n'y a pas besoin d'aller avec des bidons pour les remplir. Tu fais en sorte que l'école soit gratuite, d'une bonne tenue, que les hôpitaux soient également bien entretenus. On ne te demande pas que ce soit l'hôpital américain de Neuilly, mais qu'au moins on ne meurt pas pour des maladies un peu bêtes. Tu résous ces problèmes, et ces gens-là te diront même que reste à 50 ans. Est-ce que tu penses que c'était, moi je vais appeler ça, je vais rester sur un coup de bluff. Est-ce que effectivement c'était un coup de bluff pour faire sourire la population quand on sait qu'il y a il y a des élections qui arrivent? Est-ce que j'aimerais vraiment avoir ton avis là-dessus? Merci. Bon, déjà, concernant l'interview, vraiment merci beaucoup. J'ai essayé de faire en sorte d'avoir le ton le plus neutre possible, d'être dans une approche où moi je suis toujours quelqu'un de très curieux, qui veut comprendre les choses, et donc quand j'ai à échanger avec quelqu'un, je suis pas dans le mood d'avoir à l'agresser. Je vais essayer de comprendre. Si jamais, par exemple, tu me dis quelque chose que j'ai l'impression que ça ne va pas dans le bon sens, ou que dans ma tête, tu te fous un peu de ma gueule, je n'hésite pas à te le dire de manière très courtoise, et puis on est là pour échanger. Et d'ailleurs, il va y avoir pas mal d'interviews qui vont arriver, parce que moi-même j'ai apprécié faire l'exercice. Et au-delà de ça, on voit énormément d'hommes politiques évoluer, mais on n'a jamais eu vraiment l'opportunité de pouvoir réellement les connaître. Asseyez-vous. Dites-nous un peu ce que vous avez à nous dire, quel est le legs que vous souhaitez faire aux générations futures, qu'est-ce que vous avez, fait dans les actions ou les fonctions que vous avez pu avoir. Rendez-nous un peu compte. On est là pour comprendre, et donc vraiment c'est pour ça que je vais faire en sorte d'en faire pas mal. J'ai contacté de nombreuses personnes qui sont très chaudes d'ailleurs pour le faire, donc ça va arriver relativement vite. Après, concernant l'actualité politique en elle-même, moi je suis moins catastrophiste que cela, honnêtement. Bonsoir, on va parler de décryptage de l'actualité politique gabonaise. Comme vous le savez, dans à peu près 5 semaines, il va y avoir des élections présidentielles dans ce pays d'Afrique centrale. Donc j'ai trouvé intéressant de sortir un peu du contenu que je vous propose tout au long de la semaine, qui sont des vidéos enregistrées. On va initier de plus en plus cet exercice de live. Donc, comme vous pouvez le savoir, le 12 avril 2025, la République gabonaise va connaître des élections présidentielles. Normalement, le général Oligui, le président de la transition, devrait se présenter. D'ailleurs, je dois même commencer par vous dire que rien que ce principe, moi, m'interroge un peu. Quand on sait que les militaires arrivant au pouvoir ont fait des promesses que personne ne leur demandait, ils ont mis en place des règles, donc une charte, pour pouvoir justement encadrer l'élection qui viendra clôturer cette période transitoire. Et le général Oligui ayant été dans le tout premier gouvernement qui a été mis en place, ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur, sauf erreur de ma part, ça fait qu'il est normalement inéligible. Mais cette question ne se pose pas. Ils sont en train d'organiser à travers tout le pays des manifestations pour qu'ils se portent candidats. Un comité a été créé, le comité C'est Bon, donc Clotaire Brice Oligui Nguema, qui est présidé par Nora Kassa, la ministre de la Mer. Donc ils ont des moyens importants. Quand vous voyez les activités qu'ils mettent en place sur le terrain, ça interroge. Et donc, une espèce de machine est en marche. On comprend aujourd'hui pourquoi est-ce que le général Oligui a souhaité avoir le Parti démocratique gabonais à ses côtés, le PDG, parce que quand vous voyez
voyez les pratiques qui sont mises en place, excusez-moi, mais c'est quoi la différence avec les pratiques qui étaient utilisées par Ali Bongo? Ça reste toujours d'actualité. Et il va y avoir en face de lui Alain-Claude Bié-Binzé. Quand vous voyez comment la presse présidentielle est en train de l'installer en opposant numéro 1, challenger, après vous me direz c'est peut-être celui qui leur fait le plus de crainte, mais je ne comprends pas pourquoi ils procèdent de cette façon, et surtout, pourquoi est-ce qu'il va y avoir ce sentiment qu'on se dédie. Après, vous me direz, beaucoup diront, il est président, il a été pendant 18 mois, donc 2 ans de transition, il veut pouvoir mener à bien ses chantiers, qu'on lui laisse également sa chance. Ça s'entend. Mais moi, je pars du principe que la parole et les engagements qu'on prend sont très importants. C'est ça qui permet de mettre en place certaines règles, d'avoir certaines valeurs. Quand on commence à se dédire et qu'on peut faire tout et son contraire, je suis un peu mal à l'aise avec le principe. Et les événements qui se sont produits à Midik, où Alain-Claude Bié-Binzé n'a pu tenir un meeting, à OIM, ça n'a pas été possible non plus. Qu'en plus de ça, les gens qui ont perturbé ces manifestations sont aujourd'hui toujours en liberté. Il y a quand même eu des menaces de mort. Général Oligué à Bondo, une semaine plus tard, d'appeler les populations de Midik à laisser tous les candidats venir. Mais... Regarde ce que le petit frère est venu faire à Nena. Toi, en 40 ans, tu nous as fait quoi ici? Et vous allez voir qui seront mouillés. Je m'excuse du terme, comme on dit chez les militaires, il va même pisser dans sa culotte. Parce qu'il n'aura pas d'argument. Donc ne tapez pas les gens, ce sont des Gabonais qui se baladent dans tout le Gabon. Il faut laisser les gens se promener, raconter. Il faut même leur pousser d'être candidats, d'aller aux élections. Je dis, tu veux combattre, va aux élections et à Lyon, vous venez le gifler. Pourquoi est-ce que le procureur de la République ou même le gouvernement ne se soit pas indigné de ce qui s'est produit? Le ministre de l'Intérieur, Herman Ibongo, a produit un communiqué laconique où il disait un peu tout et son contraire. Quand vous entendez aussi ce que dit le ministre des Affaires étrangères à Port-Gentil... Quelle que soit la province, il y a ce qu'on appelle les autochtones. Et il y a ce qu'on appelle nos frères et sœurs gabonais venus résider à Port-Gentil pour différentes raisons. Et dans le gouvernement, les autochtones sont là, oui, mais ils ne sont pas seuls. Il y a les autres. Et ensemble, nous avons un devoir, c'est de partager notre bon vivre ensemble. Pourquoi n'y a-t-il pas la possibilité de remettre un peu l'église au milieu du village, et le chef de l'État aurait dû mettre de l'ordre et rappeler tout le monde un peu à l'ordre, leur faire comprendre que non, ça ne se passe pas de cette façon, et le Gabon est un pays un et indivisible, les citoyens gabonais peuvent se mouvoir sur toute l'étendue du territoire sans restriction, et donc d'avoir à concevoir les choses dans le sens de rester chez vous et les moutons seront bien gardés. On est quand même en 2025 les gars. Si certains veulent monter, n'hésitez pas à m'adresser des demandes. Ça nous permettrait également d'échanger. Quand vous entendez aussi par exemple que le général Oligui est depuis hier au Maroc en visite privée, bon, s'il avait besoin de se reposer, pourquoi n'est-il pas resté à Libreville? Vous allez certainement avoir le sentiment que je tape très souvent sur le CTRI, mais moi je fais partie des gens qui ont une certaine méthodologie, une certaine rigueur, et j'ai énormément de mal avec des modes de fonctionnement qui puissent être ou paraître inconséquents. Quand vous voyez toutes les urgences que connaît le pays, quand vous savez en plus toutes les difficultés qui nous attendent pour les mois à venir, on n'a pas la possibilité de prendre une semaine pour aller se reposer, surtout à l'étranger. Il va y avoir le besoin de montrer l'exemple et surtout d'avoir une gestion la plus modeste possible pour éviter d'avoir à faire en sorte qu'il y ait une déperdition de moyens, où vraiment les deniers publics sont utilisés avec parcimonie,
Parce que on ne peut pas être la cigale, alors qu'on sait que les temps vont être mauvais. Il va être important d'avoir envoyé cette impulsion, cette dynamique, de faire comprendre aux gens qu'on est en train de changer d'air et qu'il va falloir avoir de nouvelles pratiques. Par exemple, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires qui vont en mission et qui voyagent en business ou en première, vous allez me dire c'est anecdotique, mais avoir par exemple à agir dessus. Le parc automobile de l'État est composé très souvent de gros VX, etc. Je vous rappelle par exemple, lorsque Thomas Sankara fait son coup d'État, il remplace les grosses Mercedes par des 4L pour justement faire en sorte qu'il y ait le moins de charges possible. Donc que le général Oligui soit à nouveau en déplacement, donc ça voudra dire des frais de mission, d'avoir à se déplacer, quand on sait en plus que les déplacements du chef de l'État sont très importants. Donc ça veut dire qu'il y a un budget qui est alloué à la logistique et au déplacement qui doit être très conséquent. Quand vous voyez le nombre de membres de cabinet qu'il peut y avoir à la présidence ou dans les ministères, il faudrait appeler quand même à un peu plus de sobriété. Voilà, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure. Un peu plus de sobriété. Sans quoi, on va se retrouver dans une situation où on aura énormément de difficultés à pouvoir agir. On va avoir une marge de manœuvre qui va être très restreinte. Et donc, c'est pour cela qu'il est primordial d'utiliser les ressources publiques avec parcimonie. Cette situation laisse plus d'un un peu pantois. On ne peut pas aimer son pays et puis vouloir que ses dirigeants échouent. C'est pas possible. Ceux qui sont aujourd'hui en responsabilité doivent avoir notre soutien pour qu'ils puissent justement bien faire les choses. Et lorsqu'on a le sentiment que ce contrat n'est pas respecté, on est en droit d'avoir à pointer certaines décisions, certaines inconséquences et à dire ce que nous souhaitons qu'ils finissent par advenir. Le Gabon, en ayant donc ce coup d'État en 2023, quand vous voyez que dans toute la sous-région, ils sont encore un peu à l'époque de Mar, dans le sens où c'est toujours les présidents qui sont restés là pendant 40 ans, qui essayent de mettre leur fils à leur place. C'est maintenant là qu'ils vont connaître une espèce de changement à la tête de leur pays. Pareil pour le Cameroun, la Guinée équatoriale ou le Congo-Brazzaville. Nous, on a déjà fait du chemin. On est passé du père au fils, on a vu que ça ne fonctionnait pas, et on a eu un espèce de coup d'État qui aurait dû être l'impulsion qui provoque le changement de paradigme. Cette avance qu'on aurait pu avoir, on aurait pu être justement le pays modèle de la sous-région. Dans le sens où ils ont fait du chemin, ils se sont retrouvés dans des situations un peu alambiquées, ils se sont assis, ils ont réfléchi, ils ont vu les erreurs qu'ils avaient commises et ils ont décidé justement d'abord à les corriger. Et on aurait pu avoir de ce fait une avancée stratégique très importante. Mais malheureusement, on n'a pas le sentiment que ça aille dans ce sens. Après, certains disent qu'il est nécessaire d'avoir laissé un peu du temps aux autorités actuelles pour qu'ils puissent s'améliorer et ça finira peut-être par être appréciable. On peut croire au Père Noël. Moi, je pars du principe que dans la vie, il faut être très factuel. Des informations que nous avons, de ce qui est mis en place et de la psychologie qu'on semble déceler et cerner par rapport à ceux qui sont en fonction aujourd'hui, franchement, la probabilité que ça change du tout au tout, franchement, si ça se produit, je serai le premier à venir dire j'avais tort. Je me dis, là où ils avaient à peu près les pleins pouvoirs, où leur marge de manœuvre était la plus importante, ils n'ont pas réussi à impulser justement ce dynamisme et à nous faire avancer grandement. Pourquoi c'est au moment où on va se retrouver dans une démocratie où il va y avoir des organes, où il faudra rendre des comptes, même si on a taillé la constitution à sa mesure, il va quand même y avoir des semblants de contre-pouvoir. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils pourront être plus conséquents. C'est possible, hein. Mais je demande à voir. C'est un peu analogue à ce que le président Oligui a dit à Midzik concernant l'affaire Guéli Ondo. Guéli Ondo, c'est mon petit frère. C'est mon frère d'âme. Quand il rentre à la GR, c'est moi qui l'accueille. Je ne saurais l'oublier en prison. Sauf que les gens qui l'ont mis en prison, il a été jugé. Et notre pays, c'est un pays de loi. Et même étant président de la République, quand vous êtes allé au dialogue, vous avez voulu une justice indépendante. Une justice dure, impartiale. Donc ce qui fait que moi-même, je n'ai plus les marges de manœuvre pour aller le sortir de la prison. Il faut passer par des lois, il faut respecter la loi. C'est ce qui me gêne, sinon je l'aurais sorti depuis. Mais c'est vous qui avez mis ces conditions au dialogue. On veut une justice libre, indépendante, que le président ne s'en mêle plus. Ce n'est plus l'affaire du président.
C'est là où je suis bloqué. Moi-même, je suis comme vous, je cherche à le faire sortir. Et quand il va sortir, je veux le rétablir cette voie. C'est vrai, ce qu'il a fait n'a pas marché. Nous tous, on le souhaitait. Nous sommes venus faire après lui. Et ça a marché. On ne va pas l'oublier. Combattu pour la même cause depuis 2009, depuis 2016. Et en 2023, ça a marché. Donc, je ne saurais l'oublier. Soyez patients. Il arrive souvent vers la fin de l'année. Et c'est à la fin de l'année que le ministre de la Justice arrive me voir pour me dire oui, le président de la République, en ce moment-ci, vous pouvez donner la grâce présidentielle. Donc c'est le moment que j'attends. Quand il viendra vers moi pour me dire la grâce présidentielle est arrivée, je vais inscrire le nom de Kelly Ondo. Juste au lendemain du coup d'État, il aurait pu faire en sorte de le libérer. Avant, le dialogue national, il avait encore des marges de manœuvre très importantes. Après le dialogue, encore c'est possible, vu qu'une grâce présidentielle, c'est par décret. Ça se prend à n'importe quel moment, c'est la signature du président. Je ne pense pas que, par exemple, à la présidence, on livre des cartouches une fois par an seulement ou 2 fois par an pour pouvoir faire les décrets. Ils ont les possibilités d'éditer un document, de faire signer un décret au président et de faire en sorte que ce jeune Gabonais puisse sortir de prison. Ça fait quand même 6 ou 7 ans qu'il y est. Il y est parce que il s'est sacrifié un peu pour ses frères gabonais, pour la communauté, en faisant comprendre qu'il va falloir changer de système. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Il se retrouve en prison. Des gens du même corps que lui font un coup d'État quelques années plus tard. Et je n'ai même pas compris pourquoi est-ce que le général Oligui n'a pas éludé cette question. Parce que la manière dont il a répondu à ce problème, il remet même une pièce dans la machine. La preuve, on en parle. Justement, j'étais en train de parler. Tu en penses quoi du cas Kelly Ondo? J'ai du mal à comprendre la présence de ce jeune compatriote à la prison centrale encore aujourd'hui. Quand on voit comment le maire de Libreville, Léandre Juet, a été libéré, pareil pour les membres de la GEV, le lieutenant Kelly Ondo et ceux qui l'accompagnaient auraient pu profiter également de la même clémence du chef de l'État que les autres. Ça n'a pas été le cas. Il faudrait qu'on nous dise pourquoi est-ce que ça n'a pas été le cas. Et d'avoir à dire je le ferai au mois de décembre, donc partant même déjà du principe qu'il va être élu, et ça peut même être considéré comme un espèce un peu de chantage aux populations numidiques. Élisez-moi, et ensuite je libérerai votre fils. Donc moi j'aurais éludé la question. En tout cas je l'aurais fait, si c'était pour répondre comme ça, j'aurais pas répondu. Parce que là clairement ça remet une pièce dans la machine. Il va être indispensable qu'une solution soit trouvée. Et au-delà de ça, général Oligui a bon dos de dire que la justice est indépendante et que... mais il est quand même toujours président du Conseil supérieur de la magistrature. Et même le fait de dire c'est vous qui avez voté la Constitution ou qui avez validé le dialogue national, j'ai trouvé ça quand même un procédé un peu malhonnête, un peu du sophisme. Quand on sait comment tout le processus a été organisé et encadré par les autorités actuelles, de venir dire c'est vous qui l'avez décidé et donc assumer les conséquences, la pilule a eu du mal à passer. Peut-être qu'il sait des choses sur Oligui, bon, moi je sais pas. Mais il doit forcément y avoir des informations ou des renseignements que nous n'avons pas. Sans quoi, le lieutenant Kelly Ondo aurait été libéré depuis. A beau tourner le problème dans tous les sens dans ma tête, je n'ai pas l'information ou je ne vois pas la raison pour laquelle ils auraient pu avoir peur de Kelly Ondo. Le général Oligui est aujourd'hui président. La garde républicaine, à part grosse surprise, semble être quand même derrière son chef. Quand on sait que c'est l'unité d'élite et que le reste de l'armée c'est un peu le parent pauvre, je sais même pas s'ils ont la possibilité d'avoir une cartouche. Donc si tu as la GR avec toi, normalement tu ne crains rien. Le lieutenant Kelly Ondo, c'est pas comme s'il était aussi au sein de la GR quelqu'un de très central, très important, qui était respecté par la troupe, tout ça. Non, enfin, donc je ne comprends vraiment pas pourquoi il y a cette crainte. Si d'ailleurs certains d'entre vous ont la réponse, je suis preneur. Est-ce que pour le coup, je comprends pas. Il y a quelque chose qui nous échappe. Je ne vois pas pourquoi est-ce que le général Oligui aurait peur du lieutenant Kelly Ondo. Il sortira de prison, il va avoir une hype pendant peut-être quelques semaines, maximum quelques mois. Donc pour moi, c'est pas une menace. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à envoyer une demande. Merci pour les cœurs. Envoyez des cadeaux. On peut se faire un peu le mail aussi. Donc, l'actualité de ce cher pays, la République gabonaise, est celle-là. Il va y avoir dans les jours à venir des événements à non plus finir. On annonce certainement une déclaration de candidature du général Oligui pour le 3 mars.
Apparemment, ce serait également sa date d'anniversaire. De ce que j'ai pu avoir comme information également, la campagne qui va être organisée, ça va être quelque chose. Quand vous voyez déjà, par exemple, rien que le mouvement de Nora Kassa, les moyens qu'ils ont, quand ce sera la présidentielle avec tous les enjeux qui s'y rapportent, je vous laisse pas imaginer. Aussi, est-ce qu'il a le droit de se présenter alors qu'il est de la transition? Oui, c'est ce que je disais en tout début de live. Aujourd'hui, on n'en parle plus, mais si on part juste du principe de la charte qui a été mise en place par le général Oligui, ayant été dans le gouvernement, le tout premier, normalement il est inéligible. Il y a d'ailleurs eu un jeune compatriote qui a fait une initiative pour déjà alerter certaines instances régionales et sous-régionales que si le général Oligui se présente, il contreviendrait à plusieurs règles et d'organiser déjà la contre-attaque. Bon, pas certain que ça fonctionne, mais au moins rien que pour le principe, ils essayent quelque chose. Mais la machine est lancée, à part grosse surprise, parce que je suis toujours quelqu'un qui laisse une marge de manœuvre là où la situation pourrait changer, mais tout est mis en œuvre pour que le général Oligui ait une marche royale jusqu'au sacre qui sera l'élection présidentielle. Non, le général Oligui se présentera et on s'assera sur ces considérations-là, et puis on dira il est candidat et les Gabonais ont le droit de choisir, et puis c'est tout. C'est déjà la petite musique que certains compatriotes ont. On a le droit de choisir, qu'importe ce qu'il ait pu dire, machin. Nous, c'est lui qu'on veut, et vu que c'est lui qu'on veut, on veut qu'il soit candidat. Et c'est d'ailleurs la stratégie qui sera mise en place. C'est pour ça que justement le mouvement C'est bon là a été mis en place. C'était pour pouvoir ensuite justifier de cette candidature en disant le peuple est derrière moi. Moi, je suis peu de choses. Moi, à la base, je voulais pas. Mais ils sont en train de me presser là. Ils veulent que je me porte candidat. Il y a des marches à travers tout le pays. Là, vraiment, je peux pas dire non. Vous allez voir, c'est ça qui va être mis en place. La SMAG rachetée par un Ivoirien. Je n'ai absolument pas d'informations. La SMAG, c'est l'usine de poulets. Enfin, la société d'élevage de poulets, c'est ça? Après, vous voyez aussi bien pour Ebomaf, qui a une position de plus en plus importante dans l'économie gabonaise. Bon, moi, à part la crainte de revoir Olam et ceux qui avaient été mis en place par Noureddine Bongo Valentin et Ali Bongo, moi, je suis pas contre qu'il y ait des sociétés étrangères qui viennent s'implanter au Gabon. Ça montre même que le pays est dynamique et où, en tout cas, certains investisseurs ont le sentiment que c'est du place to be pour faire des affaires. Mais ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est l'opacité qu'il y a derrière cette présence sur le marché. Il n'y a pas eu vraiment de transparence. On ne sait pas quel est le type d'arrangement qui a été trouvé pour que ces sociétés-là, par exemple, soudainement aient pas mal de marchés dans plusieurs secteurs différents. Il n'y a pas vraiment eu d'appel d'offres. On n'a pas vraiment communiqué sur les clauses contractuelles qui lient l'État gabonais à ces sociétés. Moi, c'est beaucoup plus ça qui m'inquiète. Quand on voit en plus le traumatisme un peu qu'il y a eu avec Gagan Gupta et Olam, où du jour au lendemain, ils étaient dans l'agriculture, dans les ports, les transports, même dans la distribution. Vraiment, du jour au lendemain, c'est devenu l'État dans l'État. On ne peut pas se permettre d'avoir à reproduire ce même type d'erreur. On a déjà éprouvé le fait que ça peut se retourner contre nos intérêts. Il peut y avoir énormément de corruption, parce que forcément, la plupart du temps, c'est des PPP, partenariats public-privé. Mais très souvent, c'est des partenariats qui peuvent être au désavantage de l'État. On va donner des concessions, par exemple, pendant 45, 50 ans, alors que, vu l'investissement qu'ils vont y faire, une concession de 20 ans aurait été la plus indiquée. Mais quand même, ils ont investi pas mal d'argent sur ressources propres. Ils se rattrapent de cette façon, et donc, c'est au désavantage de l'État. Quand je vous disais tout à l'heure que le fait que le président Oligui se déplace autant et qu'il fasse autant de promesses, et que, en sachant en plus que la situation dont il a hérité était quand même assez contraignante niveau budgétaire, et qu'en plus de ça, tu continues à dépenser, j'ai l'impression que le général Oligui a le sentiment que le Gabon c'est le Qatar, alors que on devrait être la fourmi qui dépense vraiment sou par sou en réfléchissant à 2 fois aux investissements que tu fais. À l'avenir, cet argent va manquer, et il va falloir développer quand même certaines infrastructures. S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher au président Oligui, c'est qu'il a cette pression d'avoir à se dire il faut que je puisse démontrer mon action. Donc c'est pour ça que vous avez des hôtels qui poussent. Au lieu de régler réellement des problèmes insolubles ou complexes comme le déficit énergétique, le manque d'infrastructures, on crée ce genre de choses, c'est rapide, on met ça en place vite fait. Alors que s'il faut recréer une nouvelle ville, qu'il faut par exemple bitumer toutes les artères de la capitale, c'est énormément de moyens, et on va préférer
pour pouvoir les financer, faire des PPP, plutôt que de le faire sur ressources propres. Parce que de toute façon, les ressources propres seront quasiment toutes engagées pour soit le remboursement de toutes les créances qu'on est en train de créer, soit pour des besoins de fonctionnement. Je disais encore tout à l'heure que, voyez le fonctionnement des cabinets présidentiels et ministériels, mais c'est pléthorique. Donc, voilà comment seront fléchées les toutes prochaines ressources budgétaires que nous allons avoir. Remboursement de la dette, dépenses de fonctionnement, et donc les salaires, les retraites, etc. Au lieu d'investir, on va beaucoup plus dépenser notre argent dans ces secteurs-là. Donc, s'il y a quelque chose que je reproche un peu aux autorités, c'est ce manque de méthodologie. Par exemple, les Gabonais sont en train de plus en plus de reprocher la gestion du dossier SEG, alors que le général Uliki, le pauvre, ça lui tombe dessus. Mais comme il n'a pas eu la présence d'esprit de se prémunir de ce qui est en train de se produire, parce que ce qui aurait dû être fait, c'est un diagnostic de la situation. Donc là, dans les tout premiers jours après le coup d'État, il aurait dû demander un audit de la SEG. Lorsque l'audit était rendu, faire large communication en précisant que, les amis, voilà la situation dont j'hérite. Les dettes sont à tel niveau. Il va nous falloir tant pour pouvoir rattraper les 30 ans de retard et préparer le pays pour les 30 prochaines années. On a chiffré ça à tant de milliards. Voilà le plan que je vous propose pour solutionner le problème. On va commencer par créer des barrages hydroélectriques. On va faire en sorte de créer également des centrales. On va mettre des centrales thermiques, j'entends. On va trouver une solution pour le transport de l'électricité. Donc, on va nouer des partenariats avec des pays africains qui étaient dans le même cas de figure, qui ont réussi à s'en sortir, etc. Ça prendra 10 ans, mais ne vous inquiétez pas, on a le problème en main et on est en train de le régler. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. On a construit des routes en béton. Il y a des zones qui étaient enclavées. Donc, oui, ok, ça a aidé beaucoup de riverains. Il n'y a aucun problème. Mais le seul problème, c'est que quand tu faisais ce genre de choses, tu ne t'attaquais pas à l'essentiel. Et le fait de ne pas le faire fait que quelques mois plus tard, on te le reproche. Donc malheureusement, c'est pas très stratégique. Le rendement n'est pas efficient. Là, il n'y a pas de plus-value. Et ce travail aurait dû être fait dans 2 autres secteurs, la santé et l'éducation. Je comprends pas comment un pays comme le Gabon, avec une population d'à peine 2 millions d'habitants, un quartier en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, dans les écoles gabonaises, on est encore des modes de fonctionnement comme à l'époque coloniale. C'est-à-dire c'est encore les tables bancs, c'est encore le tableau noir. Quelquefois même, c'est des écoles où il n'y a plus de sanitaires, où les sanitaires sont inutilisables. Voilà un secteur dans lequel on aurait dû investir grandement, révolutionner le secteur, y mettre des moyens et faire en sorte qu'il y ait un bond incroyable sur la qualité de la formation en République gabonaise. Plus tes citoyens sont correctement formés, plus tes citoyens seront en capacité de créer de la richesse et de ne pas être des points morts. Et tu règles plusieurs problèmes de cette façon. Moins de délinquance, parce que si les gens travaillent et qu'ils ne sont pas oisifs, qu'ils sont correctement éduqués, correctement soignés, la probabilité qu'ils finissent par être dans des bidonvilles et se battre pour leur vie et pour manger tous les jours est relativement faible. C'est des problèmes connexes qu'il faut impérativement régler si tu veux pouvoir à l'avenir t'apporter un peu de tranquillité. Et mine de rien, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher aux Gabonais, c'est qu'ils ne sont pas très exigeants. Tu leur mets l'électricité pas trop chère et qui ne se coupe pas, une eau qui soit potable où il n'y a pas besoin d'aller avec des bidons pour les remplir. Tu fais en sorte que l'école soit gratuite, d'une bonne tenue, que les hôpitaux soient également bien entretenus. On ne te demande pas que ce soit l'hôpital américain de Neuilly, mais qu'au moins on ne meurt pas pour des maladies un peu bêtes. Tu résous ces problèmes, et ces gens-là vont te diront même que reste à 50 ans. Ils écoutent mais sans le souci de bien-être. Leur souci c'est être populaire. Malheureusement, c'est le sentiment qu'on peut avoir. Qu'on utilise un peu de populisme, qu'on flatte un peu le peuple, qu'on aille un peu dans son sens. Le seul problème, c'est que ça marche un temps. Ça marche un temps et après, ça finit par se retourner. Parce que les gens ne se contentent pas seulement de joie, de faire la fête ou que tu leur dis ce qu'ils veulent entendre. À un moment donné, ils vont avoir d'autres besoins. Je scolarise comment mes enfants ? Je les nourris comment? Ma mère est malade, je fais comment pour la soigner? Et il est impératif d'avoir à améliorer les conditions de vie de tes citoyens. Surtout si tu veux non seulement pouvoir avoir une certaine longévité, mais surtout pour rentrer dans l'histoire tout simplement. Moi j'ai comme l'impression que sous notre pic, on a vraiment énormément de mal avec cette notion. On ne voit pas plus loin que le bout de notre nez, on vit l'instant présent et on ne pense pas à la place dans l'histoire. Tu as eu la chance, toi, contrairement à 2 autres millions de tes compatriotes, d'avoir
la responsabilité suprême, celle de diriger le pays. Tu as là la capacité de pouvoir rentrer dans l'histoire. Aujourd'hui en France, le plus grand aéroport de leur pays, c'est encore aéroport Charles de Gaulle. Est-ce que tu as tellement eu des actes patriotiques qui ont été reconnus par tous tes concitoyens que ton nom est érigé firmament? Mais pour cela, tu dois faire des sacrifices. Tu dois être rigoureux. Tu ne dois pas compter tes heures pour le bien de ton peuple. Tu es toujours à ton bureau. Et c'est comme ça, en prenant vraiment des choix, en faisant des choix qui soient très courageux, très rigoureux, que tu te démarques et on se dit non, voilà un de nos fils valeureux qu'on doit honorer. Parce que non seulement il nous a honorés, mais il a fait le taf qu'on attendait de lui. Il a été visionnaire. Il est arrivé là un peu par accident, mais la méthodologie qu'il a mise en place, la manière dont il a eu à diriger ce pays, et les gars, il y a lui d'abord et puis il y a le reste. C'est ce qu'on attend normalement comme mode de fonctionnement. Mais, aussi bien à l'époque du régime déchu que les premiers mois du général, on se demande, mais ces gens sont-ils en train réellement de vouloir marquer l'histoire? Et au-delà de juste se gargariser et puis d'avoir un peu de nombrilisme et de se dire moi je suis bon, vous avez intérêt à me respecter. Non, mais c'est surtout d'avoir à se dire si tu aimes tes frères et sœurs, tu fais en sorte d'améliorer leurs conditions. Tu fais en sorte que le pays soit plus sûr, plus prospère et à même de pouvoir digérer certains coûts qui pourraient survenir. Par exemple, lorsqu'il y a eu le Covid, si l'État gabonais avait été un État correctement organisé, s'ils avaient dirigé le pays en mettant au maximum de l'argent de côté, en éprouvant les mécanismes en cas de crise. Normalement, on aurait dû vivre le Covid un peu comme dans ce qui a pu se produire dans d'autres grands pays, où vraiment ça a été... Il y a eu de la suite dans les idées. Mais ça ne se fait pas en claquant des doigts comme ça. C'est énormément de travail. Beaucoup de gens se plaignent, par exemple, de la longévité que peut avoir Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, qui va certainement se présenter pour un 4e mandat. Mais quand vous voyez l'état de la Côte d'Ivoire en 2011, lorsqu'il y a la fin de la crise post-électorale, et qu'Alassane Ouattara finit par diriger la Côte d'Ivoire, mais il y avait des cadavres dans les rues. Il y avait une insécurité incroyable. C'était des coupe-gorge, les rues d'Abidjan. Mais en un temps record, il y a eu un inversement de la situation et progressivement ça s'est normalisé. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, c'est un pays très prospère. Mais ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Il y a eu énormément de travail. Et au-delà du travail, il y a une capacité à concevoir son action en ne mettant pas la charrue avant les bœufs et en essayant pas juste de donner au peuple ce qu'il veut avoir. Quelquefois, et c'est ce qu'on attend même d'un bon père de famille, qu'il soit même un peu dur avec ses enfants pour pouvoir justement les préparer et les former à la dureté de la vie qui les attend. Et on le fait aussi bien pour une famille qu'on le fait pour un pays. Vous pensez par exemple que tous les Rwandais sont contents de Paul Kagame? Les opposants sont enfermés au Rwanda. Il attaque ses pays voisins pour voler des richesses, pour soi-disant le bien de son peuple. Mais si aujourd'hui les Rwandais, hormis la crainte de se faire emprisonner, etc., mais si la plupart des Rwandais se contentent un peu de l'autoritarisme de Kagame, parce qu'ils se disent qu'au moins notre pays va quelque part. On voit comment il est en train d'évoluer. Kagame, c'est un temps, il finira par partir. Pour le moment, on est sous son joug. Mais il y a quand même des avantages, des bénéfices. Et lorsqu'il partira, à ce moment-là, on aura déjà des acquis plus que corrects. On pourra bâtir dessus et puis fera en sorte plus tard d'avoir une vraie démocratie. Les pays aussi, c'est des process. On commence d'abord par des situations un peu bizarres. Quand vous voyez par exemple l'histoire, je parlais de la France tout à l'heure, mais la Révolution française, c'est des siècles et des siècles de progression. Après, c'est justement ça qui me fait ne pas perdre l'espoir d'avoir à se dire que... Et là, effectivement, on est en train de manger notre pain noir, mais espérons, dans quelques années, on pourra réellement voir ce pays digne d'envie, qu'on chante dans notre hymne national, et qu'enfin, il n'y aura plus de situations un peu ubuesques où parce que tu appartiens à telle famille, tu as des passe-droits, non, où vraiment le pays sera organisé, structuré, en allant quelque part. Tu penses quoi des sociétés minières au Gabon qui investissent dans les zones qu'ils exploitent ? J'en sais rien, honnêtement, j'ai pas d'infos, j'étais même pas au courant du tout. Je propose une élection primaire pour battre le général. Des primaires contre qui? Enfin, qui organiserait ces primaires pour avoir un candidat unique de l'opposition?
Je suis pas certain que ce soit réellement quelque chose qui soit très efficient. Si on veut réellement, justement, qu'il y ait une espèce de vraie démocratie, enfin, qu'on commence à avoir des pratiques démocratiques, là, c'est une élection à 2 tours, que chacun se présente, même si ça permet d'avoir avantager un peu le général Oligui qui va avoir les moyens, l'État, le ministère de l'Intérieur qui organise encore les élections. Bon, c'est ce que c'est pas la possibilité de lui laisser. Est-ce qu'on ne lui laisse pas la possibilité de gagner? Moi, je pars du principe que s'il doit gagner, il gagnera. De toute façon, le sentiment que moi j'ai, c'est que beaucoup de Gabonais veulent donner sa chance au général Oligui parce qu'ils lui sont gré d'avoir fait tomber le régime Bongo. Même si, en fait, le régime n'est pas tombé. Il y a qu'Ali Bongo qui est enfermé dans son palais de la Sablière, sa femme et son fils qui sont en prison. Mais sinon, la majorité des autres PDGistes ont été recyclés et on a juste changé la figure de proue. D'ailleurs, c'est Albert Ondossa qui, juste après le coup d'État, parlait de révolution de palais. On lui est un peu tous tombé dessus. Mais à l'épreuve des faits, oui, c'est ça. Et certains Gabonais diront quand même que on va donner sa chance. Si on a bien donné sa chance à ses prédécesseurs, pourquoi pas à lui? Et après, ils jugeront d'ici 7 ans. Et rien que ça aussi, vous voyez, par exemple, la durée de ce mandat, pour moi, c'est totalement anachronique. 7 ans de mandat, c'est énorme. Quand on sait en plus les marges de manœuvre qui vont être mises à la disposition du général Oligui, il va falloir vraiment croiser les doigts que le pouvoir ne finisse pas par lui monter à la tête et qu'il sévisse. Parce que les contre-pouvoirs, même s'il va y en avoir, ils seront pas très importants. Hein. Enfin, une portion vraiment très, très congrue. Hein. En fait, il est temps de comprendre que le système est le même, c'est juste les visages qui changent. Et même les visages, pas des masses. Hein. Pas des masses. Soit c'est les mêmes qui sont toujours en fonction, soit c'est des proches à eux, des fils à eux. Après, moi, je ne suis pas là non plus pour m'offusquer de cela. Hein. Le Gabon est tellement petit qu'il n'y a peut-être pas la possibilité de recréer de nouvelles personnes. Quoique j'ai du mal avec cet argument. Mais je ne pointe pas du doigt les gens en disant que oui, ils n'ont aucun mérite et c'est parce qu'ils sont des enfants d'eux. Mais non, effectivement, le régime n'a pas vraiment beaucoup changé. Et même stratégiquement, je me demande quelle est la stratégie des communicants et des stratèges du président. Parce que moi, j'aurais quand même été un peu plus subtil si jamais je souhaitais continuer à dealer avec certains membres du régime déchu. On aurait peut-être fait les choses avec un peu plus de subtilité. Là, c'est vraiment visible et on comprend que si le général Oligui est avec eux, c'est parce que déjà il n'a connu que ça. Omar Bongo est son père spirituel. Donc, l'œuvre de son père, le PDG, il a peut-être du mal, un peu comme Ali Bongo, à tuer la machine. Et il se dit, j'ai pas d'autre possibilité, ça va me servir. Donc, la coalition là par exemple que moi je pressens autour du général Oligui, ce sera le PDG, donc Blaise Louembé et Angéline Goma, l'Union nationale, Paulette Missambo, RPM, Alexandre Barraud-Chambrier. Il va y avoir C'est bon, donc l'espèce de comité que Dora Kassa est en train de créer, Osiman. Et donc tous ces gens-là, il faudra en plus leur donner de l'argent pour les bas de campagne. Et d'ailleurs, je me demande même, cet argent va sortir d'où? Comment financeront-ils ces élections? Dans les décisions qui ont été prises par le ministre de l'Intérieur, où pour le premier tour, le budget maximum est de 10 milliards de francs CFA. On dit le général Oligui très à l'aise. Et 10 milliards de francs CFA sortiront comment? À moins qu'ils appellent peut-être à une contribution nationale. En tout cas, c'est ce qui se fait un peu dans les pays voisins. Le Cameroun va connaître des élections au mois d'octobre 2025. Maurice Kamto, l'un des principaux opposants à Paul Biya, il y a 1 ou 2 mois, a fait une conférence de presse. Il fait ça vraiment à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle. Il a fait une conférence de presse où il a listé tous les besoins qu'il allait avoir, vraiment budget par budget, ligne par ligne.
et appeler à une contribution nationale à travers tout le pays avec des numéros Orange Money disponibles, Airtel Money, pour pouvoir justement financer ces campagnes. Et ça, je trouve ça même très moderne. Il n'y a encore qu'au Gabon qu'on a le sentiment que c'est le leader ou son parti politique qui doit financer les campagnes. Les campagnes coûtent très très cher. Quand vous savez en plus que le Gabon est sous-développé au niveau infrastructurel, donc quand tu dois te déplacer, c'est soit en avion, soit en louant des 4x4 pour pouvoir faire la route. Et donc ça monte très très vite. Et donc, il serait beaucoup plus judicieux d'avoir initié justement ce type de procédé. Contribuer. Et ça permettra même que les gens finissent par facilement demander des comptes. Moi, j'ai contribué à ta campagne. Tu nous as dit que tu ferais ci, ça, 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 ça. Tu es élu aujourd'hui, tu es au total opposé. Tu m'expliques ça comment? Moi, mon argent que je te donne pour financer ta campagne, tu es élu, tu me fais un foufou. Donc oui, il faudrait impérativement aller vers ce type de mécanisme, mais ça n'empêche que je suis très interrogatif de savoir d'où sortiront tout l'argent qui sera mis en place pour la campagne du général Oligui. Après, je dirais, il demandera peut-être à chacun des gens qui sont autour de lui de contribuer, mais je suis pas certain que ça monte jusque 10 milliards. Hein. Moi, je suis prêt à contribuer à la campagne d'un candidat qui je crois. Et là, vraiment, moi, je t'y encourage. C'est justement en finançant les activités politiques que, je le répète, on est en capacité de demander des comptes aux leaders. Et le gros problème aussi qu'on a pu avoir avec les générations précédentes, c'est que ils n'étaient pas dans cet état d'esprit. Je suis un peu le messie, c'est moi qui trace, qui indique la voie, vous me suivez. J'ai pas à vous rendre des comptes. Et ça, c'est un mode de fonctionnement qui, aujourd'hui, qui n'est plus audible. C'est même plus concevable. Tu es quel genre de messie pour venir me dire que tu vas décider de ma vie sans que je n'ai à te donner mon assentiment? Parce que tu es qui? Le président de la Guinée validé. Vraiment, le discours du président Obiangé m'a un peu surpris. Mais après, il faut aussi remettre ça dans son contexte. C'est un ancien qui est bien content de voir un jeune, par exemple, avec un certain dynamisme. Comme j'ai pu le dire dans la vidéo que j'ai fait paraître hier ou avant-hier sur le sujet, il attendait justement, il souhaitait voir au Gabon un autre président qui était peut-être même un président enfant, etc. Donc si c'est le général Oligui, ça lui convient. Et au-delà de ça, le président Obiangema ne se déplace quasiment plus. C'est vraiment son fils Théodorine qui est au four et au moulin, qui exerce de plus en plus la vraie plénitude du pouvoir. Si le président Obiangema s'est déplacé pour cette inauguration avec Constantia, la première dame, c'est vraiment un signe d'affection pour le général Oligui. Ça, c'est sûr. Le président Obiangema aujourd'hui est dans l'état d'esprit un peu... Je suis assez vieux pour pouvoir vous dire ce que j'ai envie de dire, même si vous pouvez avoir le sentiment que c'est un peu de l'ingérence. Bon, c'est pour ça que moi, je remets ça un peu dans ce contexte. Beaucoup s'en plaignaient un peu. Il avait le sentiment d'être avec ses frères gabonais. Bon, on a un de nos fils ici qui est très valeureux, en tout cas à mon sens, et lisez-le, en tout cas à mon avis. On annonce un duel Alain-Claude Bié-Binzé, Général Oligui. J'espère qu'il va y avoir quelqu'un qui va se faufiler entre eux et qui va mettre un peu de piment dans ce challenge qui nous attend. Allô. Bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Comment tu vas? Bien, bien, toi. Ça va. Je t'écoute. Ouais, excuse-moi, je vais te parler de société minière. Particulièrement, moi, je suis un élève. Je vis dans la commune de Okonja, dans le Haut-Togoé, donc là, c'est Bobekolo. En fait, en tant qu'élève, en tant qu'observateur, tu vois, par exemple, quand il y a des sociétés qui s'installent dans des régions, par exemple, les sociétés minières, en l'occurrence, dans Maïni, ils doivent investir plus particulièrement dans la ville. Le fait est que dans cette ville,
depuis que je suis tout petit, il n'y a aucun changement. En termes d'infrastructure, il n'y a rien de nouveau. Normalement, les sociétés minières doivent investir dans le développement de chaque ville. C'est vrai, nous donnons tout comme responsabilité à l'État et normalement l'État a sa part de responsabilité dans ce genre d'actes. Par exemple, nos mairies qui représentent chaque mairie représente le gouvernement dans chaque petite commune qui doivent avoir disons, un suivi de fonctionnement de ces sociétés minières. Et je me dis par exemple, vu au coup d'État qui est arrivé, il devait par exemple avoir un suivi plus précis lié au fonctionnement de ces sociétés minières. D'abord, dû à une gérance très, on pourrait dire par exemple très bizarre, lié aux contrats qui sont donnés à certains des gens que je vois et que j'écoute et que il y a vraiment des choses, des gens avec vérification qui sont absolument vrais, des contrats qui sont pas très bons. Mais moi, j'ai des amis qui travaillent justement à Cobilog, qui sont cadres à Cobilog. Non, pas Cobilog, je parle de Garo Mining. Ah ok, ça je connais pas, ok. Ils sont répandus dans plusieurs villes dans l'intérieur du pays, Garo Mining. Société minière. Oui. Les sociétés de l'État, enfin, c'est même une administration de l'État, Garo Mining. Oui, affilié avec les Indiens. Ils sont implantés dans plusieurs villes et ici au Konja aussi, ils exportent le mandarin. Ça fait il y a très longtemps qu'on fermait, aucun développement plutôt n'a été fait. Et ça, vous voyez, le gros problème aussi, c'est que on a de plus en plus une espèce d'État indigent qui n'est pas en capacité d'avoir non seulement développé ses villes, à surveiller les sociétés, parce qu'il y a pas mal d'obligations, un peu de RSE, où vous devez donner un peu des richesses que vous exploitez aux peuples qui vivent, aux autochtones, soit en les employant, soit en créant certaines infrastructures, etc. Et justement, j'allais te dire que mes amis à Cobilog disaient que justement, eux, en mandat, Cobilog fait pas mal de choses, que ce soit pour les écoles, pour les routes, pour certains hôpitaux même d'ailleurs, que l'électricité est un peu subventionnée, etc. Et donc ça, c'est parce qu'il y a eu des pressions au niveau de l'État pour qu'il puisse justement essayer d'investir un peu dans la ville. Mais normalement, c'est à l'État de faire ce genre de choses. C'est à l'État, c'est la force publique d'avoir à organiser les développements des territoires. Donc j'entends ce que tu me dis. S'il y a des gens importants sur ce panel et qu'ils ont entendu ton message, j'espère que ça changera. Mais le gros problème, en fait, c'est celui-là. Et tant qu'on restera dans cette espèce de léthargie, c'est même pas le terme, parce que on n'avance pas. Et malheureusement, à l'intérieur du pays, en fait, Libreville, c'est vraiment là où il y a le plus de population, mais l'intérieur du pays est totalement en déshérence. Et ça, c'est vraiment dommage. Ok. On va laisser la parole. Oui, on est ensemble. Merci en tout cas. LVKE. Bonsoir, grand. Ça va? Oui, ça va, merci. Bon, moi, j'interviens plus. Oui, c'est par rapport à la NBG. Bon, moi, je suis étudiant et depuis plusieurs mois déjà, il n'y a pas de communication, on est sans bourse. Et malgré le fait qu'on essaie de s'organiser à travers des manifestations et tout, mais il n'y a pas de communication en fait. Et toi, tu es dans quelle ville? Je suis à Libreville. Ok. Tu es dans une université, tu es à l'UOB, dans une école, un institut? Oui, dans une école supérieure. Et la bourse, normalement, qu'on devait verser, c'est combien tous les mois? Ou c'est par trimestre? Non, c'est 80 000 francs, 83 000 francs par mois. Ok. Mais depuis environ 3 mois, ça passe plus. Et à l'ANBG, pas de communiqué, pas de nouvelles, c'est juste attendez. Oui, pas de nouvelles, pas de communiqué. Dernièrement, on a fait une manifestation, mais ça n'a rien donné. Et ça, en fait, tu me diras, c'est pas la même chose, mais lorsque le général Oligui, par exemple, a décidé de redonner la bourse aux lycéens, les 24 000, tout ça, et que j'ai entendu quasiment quelques mois plus tard qu'il y a eu des retards ou qu'ils n'étaient pas en capacité de payer en temps et en heure,
Et là, ces problèmes, par exemple, de la bourse étudiante qui est vraiment récurrent. Moi, quand j'étais étudiant, déjà il y a 10 ou 15 ans, tu avais le gros lot quasiment au mois de novembre. Donc, les parents étaient obligés d'avancer un peu pour la rentrée scolaire. Ensuite, tous les mois, à partir de janvier, ça retombait. Et ça pouvait connaître des 2-3 mois où tu n'avais rien. Et donc, si tu n'avais pas les parents pour te soutenir ou que tu avais un loyer à payer et que tu comptais sur la bourse, tu étais obligé donc d'aller faire des petits boulots, etc. Vous me direz, les autres communautés fonctionnent comme cela, hein. C'est pas déshonorant, mais quand un État prend un engagement et que sa jeune population vit de ça, parce que 83 000 par les temps qui courent tous les mois, bon, c'est pas négligeable. Toi, par exemple, tu t'organises comment avec ces 83 000? Tu as un loyer à payer, tu as forcément, tu te déplaces. Oui, bien sûr, le loyer, c'est les parents qui gèrent, mais avec les 83 000, par exemple, ça me permettait de me nourrir et de gérer le te taxi. Déplacer. Oui. Mais là, c'est compliqué. Puis s'il y avait des photocopies à faire ou des besoins de livres, de machin, ça servait aussi à ça. Bon, là, pour pallier à cela, ce que j'ai fait, c'est que je donne des cours de soutien et ça me permet de m'en sortir. D'avoir un peu d'argent. Et là, ça fait combien de mois, par exemple 2 mois, 3 mois? Moi, ça fait 3 mois. 3 mois que j'ai pas eu de... Et quand c'est comme ça, il y a très souvent des rappels. Par exemple, là, on va pouvoir t'appeler pour te dire que bon, tu as 200 et quelques mille qui t'attendent pour rattraper le retard. Oui, normalement, c'est ce qui est censé être fait, mais ce qu'ils font, c'est qu'après, ils donnent juste un mois, 83 000 francs, et après, c'est compliqué. Attends, donc on peut recommencer à verser les bourses, mais on ne te rembourse, enfin, on ne te donne pas la totalité de la bourse qui était manquante. Donc si c'est 3 mois par exemple, on peut te donner 1 mois ou 2 mois, on te dit attends d'abord et on verra demain. Oui, parce que s'ils donnent à tout le monde le rappel de 3 mois, ça va faire beaucoup pour eux et je pense pas qu'ils vont le faire. Ok, courage. Hein. JWO75. Allô, bonsoir, vous m'entendez? Oui, bonsoir, comment ça va? Je vais bien, merci, et vous? Ça va, on vous écoute. Enfin, on peut se tutoyer. Alors moi je suis Jordi Olomont. Je suis conseiller bancaire. Je travaille à la Caisse d'épargne du Dessine. Ok. Alors je regarde beaucoup vos contenus. D'ailleurs j'apprécie beaucoup ce que vous faites comme travail. Ah, merci beaucoup. Je tiens également à souligner, enfin à vous donner des points, des plus sur l'interview que vous avez réalisée dernièrement avec l'ancien Premier ministre, avec Claude Blébizet. Franchement c'était quelque chose de très bien, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je t'incite à très souvent nous faire des contenus, enfin du style avec des hommes politiques, parce qu'effectivement, de ce que je remarque, de ce que nous remarquons, tu as un penchant assez spécial pour la politique, enfin pas seulement gabonaise, mais un peu partout. Alors, moi, je suis un observateur. Je suis un observateur de la politique, du fonctionnement du Gabon aujourd'hui. Alors au tout début, comme tout Gabonais, j'étais enthousiaste. J'étais dans tous mes états parce que j'étais sûr, comment dire, j'avais la confirmation que effectivement on était sorti de quelque part pour effectivement rejoindre un autre point. Alors aujourd'hui, comme beaucoup de Gabonais d'ailleurs, on se retrouve assez déçus parce que il nous a fallu, enfin personnellement, je parlerai pour moi. J'ai été déçu parce qu'il m'a fallu un petit temps d'analyse pour regarder ce qui se faisait, parce que l'engouement venait d'où? Du fait que, enfin, Ali Bongo était parti et autres. Également parce que on voyait que il y avait des choses qui bougeaient au début, je parlerai des petites routes en béton, des choses assez normales dans un pays, comment dire, un des pays développés, en fait, on fait pas quand on a des petites routes en béton par-ci par-là. Alors moi je rejoins le live pour avoir ton avis sur le fait de changer le nom de l'aéroport à Franceville. Alors, gentil. Le changement de nom de l'aéroport de Franceville. Alors, est-ce que ce sont des sujets de Port-Gentil, pardon. Alors, est-ce que ce sont des sujets sur lesquels les populations aujourd'hui attendent les membres du CTRI? Est-ce que c'est un coup de bluff, comme ils font depuis le début, coup de bluff, parce qu'ils vont se dire qu'ils pourront acheter la population de Port-Gentil, parce que de ce que j'ai pu constater dans des anciennes vidéos et autres, c'était demandé par une minorité de personnes. Bon, maintenant, moi je veux savoir un peu les avis de tout un chacun.
Parce que de ce que j'ai eu comme avis un peu sur Facebook, parce que enfin, Facebook, c'est l'un des réseaux que j'utilise le plus souvent pour m'informer, aussi maintenant que TikTok. Donc, moi, ma question, j'aimerais savoir j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. Est-ce que, essentiellement, c'était nécessaire? Est-ce que tu penses que c'était, moi, je vais appeler ça, je vais rester sur un coup de bluff. Est-ce que, effectivement, c'était un coup de bluff pour faire sourire la population quand on sait qu'il y a des élections qui arrivent? Est-ce que j'aimerais vraiment avoir ton avis là-dessus? Merci. Bon, déjà, concernant l'interview, vraiment merci beaucoup. J'ai essayé de faire en sorte d'avoir le ton le plus neutre possible, d'être dans une approche où moi je suis toujours quelqu'un de très curieux, qui veut comprendre les choses, et donc quand j'ai à échanger avec quelqu'un, je suis pas dans le mood d'avoir à l'agresser. Je vais essayer de comprendre. Si jamais, par exemple, tu me dis quelque chose que j'ai l'impression que ça ne va pas dans le bon sens, ou que dans ma tête, tu te fous un peu de ma gueule, je n'hésite pas à te le dire de manière très courtoise, et puis on est là pour échanger. Et d'ailleurs, il va y avoir pas mal d'interviews qui vont arriver, parce que moi-même j'ai apprécié faire l'exercice. Et au-delà de ça, on voit énormément d'hommes politiques évoluer, mais on n'a jamais eu vraiment l'opportunité de pouvoir réellement les connaître. Asseyez-vous. Dites-nous un peu ce que vous avez à nous dire, quel est le leg que vous souhaitez faire aux générations futures, qu'est-ce que vous avez, vous, fait dans les actions ou les fonctions que vous avez pu avoir. Rendez-nous un peu compte. On est là pour comprendre, et donc vraiment c'est pour ça que je vais faire en sorte d'en faire pas mal. J'ai contacté de nombreuses personnes qui sont très chaudes d'ailleurs pour le faire, donc ça va arriver relativement vite. Après, concernant l'actualité politique en elle-même, moi, je suis moins catastrophiste que cela. Honnêtement, je veux comprendre le sentiment un peu de déception d'avoir à se dire on a cru que c'était le tournant qu'on attendait tous. Beaucoup de gens ne pensaient pas voir la chute du régime Bongo. On l'a vu de notre vivant, et maintenant, les choses vont se faire comme on l'attend. Ça va être un pays démocratique où, en tout cas, certaines règles seront mises en place, et ce qu'on a pu connaître, ça n'existera plus. Vraiment, on était beaucoup dans cette approche. Moi, j'ai fini par me dire, on n'est peut-être pas là à l'objectif, ce qu'on attendait, on ne va peut-être pas l'avoir, mais c'est un long processus. J'ai l'impression qu'on l'a entamé. Le plafond de verre qui était créé par cette impression que c'était une dynastie, qu'on était passé du grand-père au fils, au petit-fils, le fait que le plafond de verre ait explosé fait que je me dis, le champ des possibles aujourd'hui est totalement ouvert. Je ne pense pas que les Gabonais seront dans un état d'esprit d'avoir à se dire on va encore accepter 50 ans de bêtises. J'ai le sentiment que du fait de ce changement de régime, c'est une espèce de boîte de Pandore qui s'est ouverte, et que maintenant on sait que c'est possible. On n'hésitera pas à demander un peu plus de comptes, et si jamais on se rend compte vraiment qu'on perd notre temps et que ceux qui sont assis ne sont pas les bonnes personnes aux bons endroits, j'ai vraiment le sentiment qu'on réussira à changer ce paradigme et à faire en sorte que ça évoluera. Donc c'est pour ça que moi je suis moins catastrophiste. Je me dis bon, soyons patients. De toute façon, c'est des choses qui sont sur le temps long. Quand vous voyez par exemple l'histoire d'une nation, d'un pays, c'est pas quelques années, c'est des dizaines, des centaines d'années. Donc on prend notre temps, on espère. Sans vouloir te couper, ça on ne refuse pas. Mais après, s'il faille qu'on reste toujours en attente, parce que je pense que le fait d'avoir toujours été patient, c'est ce qui nous a plus ou moins conduit à 56 ans de dictature, parce que là aussi on va se dire bon ok, il n'y a pas de problème, déjà qu'il y a beaucoup d'ambiguïté qui ne cesse de se relever. Là encore une fois de plus on va se dire que bon ok, il n'y a pas de problème, on va essayer de lui donner sa chance. Moi personnellement j'ai pas de problème par rapport à ça, mais c'est juste que ça devient du gros foutage de gueule. Après, moi, je ne dis pas soyons candides et soyons juste patients. Non, c'est pas ce que je dis. Justement, le fait que nous soyons plus concernés, qu'on soit justement un peu comme nos parents, des gens qui soient très éclairés, très curieux, qui s'intéressent aux choses publiques, on va justement pouvoir remonter nos insatisfactions et ne pas tout accepter juste comme des bénis oui. Ça, c'est quelque chose, je ne pense pas que ce sera encore possible. Donc, c'est pour ça que moi, perso, je me dis, ça se fera sur le temps long. Progressivement, on finira par arriver à l'objectif qu'on souhaite atteindre. Concernant, par exemple, l'aéroport de Port-Gentil, c'est effectivement symbolique, c'est du domaine du symbole. On attend aussi un peu ce genre de choses. Bon, ok, on peut se dire, c'est quoi l'objectif réel derrière cela ? Est-ce qu'il y a un peu de populisme ? Tout ça, c'est possible. Mais il faut aussi avouer que
on a très peu rendu hommage aux grands hommes politiques qu'on a connus. Donc, bon, qu'on débaptise un aéroport, qu'on l'enlève à Ali Bongo, qu'on le donne à Reine Djambé, bon, moi perso, j'ai rien à dire un peu dessus. Par contre, je dois avouer qu'il y a ce sentiment d'avoir effacé Ali Bongo. Ça, je trouve ça malaisant un peu. Parce que si on reste dans un élan de transition, de développement et autres, moi je me dis, tous les aéroports du Gabon sont pourris, quoi. Surtout si je vais rester sur l'aéroport de Port-Gentil, au lieu de changer simplement de nom, est-ce qu'on ne va pas mettre en place, enfin je sais pas, c'est un aéroport à rénover et changer le nom, ok, ça reste symbolique. Je veux pas monopoliser la parole, je pense qu'il y a d'autres qui souhaitent intervenir. Pour la suite, dis-moi. Je finis sur le sentiment malaisant un peu qu'on veut effacer impérativement Ali Bongo. Bon, je vais peut-être paraître un peu iconoclaste et avoir une position qui soit politiquement incorrecte. Mais le fait que Ali Bongo soit tombé me permet aujourd'hui d'avoir avoir un avis un peu plus... Enfin, j'allais dire avec du recul sur sa gouvernance. Le général Oligui aujourd'hui a bon dos de tout remettre sur Ali Bongo, que vraiment c'était 14 ans de bêtises. Effectivement, on a vécu énormément de bêtises. Ok. Mais si le général Oligui est ce qu'il est aujourd'hui, c'est en partie grâce à la famille Bongo, que ce soit Omar ou Ali. Et c'est valable pour le général Oligui comme pour le PDG, d'avoir à dire nous on efface les 14 ans d'Ali et on revient à Omar Bongo, un sophisme que j'ai du mal à comprendre. Il est important d'avoir à faire un état des lieux. Ces gens soutenaient ce monsieur envers et contre tout, de se dédire comme ça et de finir par lui dire que c'était le pire des diablotins. Moi, je suis quelqu'un de relativement mesuré, j'ai un peu de mal avec cette façon de faire. Quand on sait en plus que dans les us et coutumes du Haut-Ogooué, le respect des aînés est relativement important. Dans l'interview que Ali Bongo a donnée à Jeune Afrique, il nous fait savoir qu'il a souhaité voir le président Oligui 5 fois. Le président Oligui n'a pas souhaité lui donner l'heure. Normalement, en pays téké, l'ancien, ça se respecte. Quand vous voyez par exemple le respect que Omar Bongo, tout puissant président de la République, avait de son frère, le vieux Andjoa, c'est des us et coutumes qui sont chez eux totalement ancrés. Et je dois vous avouer que j'ai un peu de mal avec toute cette façon de faire. Moi, j'étais partisan d'une œuvre de justice. Qu'on puisse faire en sorte de faire l'inventaire du régime Ali Bongo. S'il devait y avoir des procès qui devaient être organisés, qu'on puisse situer les responsabilités des uns et des autres. J'étais vraiment volontaire et j'attendais que ça se fasse. Et ensuite, je trouvais que si on voulait créer un espèce de déclic dans la tête des gens, mettre une espèce de ligne rouge, faire comprendre aux uns et aux autres que tous les errements que vous avez pu commettre précédemment, aujourd'hui, ce ne sera plus toléré. Si un d'entre vous se permet de poser un acte qui est attentatoire au reste de la communauté, mais vous allez vivre ça dans vos ports et vous n'allez même pas le croire. Mais le fait qu'il n'y ait pas eu cette démarche, qu'on soit devenu des espèces de preneurs d'otages. Donc, l'ancien président est enfermé chez lui, il est soi-disant en liberté, mais pour y avoir accès à lui, ce soit la croix et la bannière. Sa famille est détenue au sous-sol de la présidence, dans je ne sais pas quel cachot, dans des conditions qui n'honorent ni la République, ni les autorités actuelles. Il était nécessaire d'avoir à faire preuve de relativement d'humanisme. Et je le répète, ça va être politiquement incorrect, mais je le dis aussi bien pour la famille présidentielle déchue que pour tout autre Gabonais. Si on veut pouvoir mettre en place des règles qui fonctionnent et qui soient les mêmes pour tout le monde, on ne se comporte pas de cette façon. Et quelquefois, je me dis même que c'est pas parce que les gens ont été inhumains qu'il faut avoir la même inhumanité qu'eux. C'est ce qu'ils ont fait subir aux Agéviens, aux gens de Akombesi Boy, ceux qui ont été enfermés dans des conditions, même pas un chien, tu l'envoies dans un cachot pareil, mais c'est pas pour autant qu'on devait se comporter comme ils l'ont été. Ce n'est pas le type de pays
que je veux léguer à mes enfants, c'est pas les types de pratiques que je veux voir en République gabonaise. Je ne sais pas quelle heure il est. Ma montre n'est pas à l'heure. Si vous pouvez. Je partage ton avis. Ah. Pour la première fois, il y a quelqu'un qui partage parce que depuis que... Bonsoir d'abord, excusez-moi. Ouais, parce que vraiment, je prends... C'est un peu ici irrespectueux, désolé. Ouais, pas de problème. Oui, pour déjà continuer dans le sens par rapport au président déchu. Pour moi, je trouve ça un peu injuste et pas sage. Excusez-moi. Un instant, je reviens. Il n'y a pas de problème. Ted. Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va très bien, merci. J'espère vous également. Oui, ça va. On peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. Ici, on a la bonne franquette. D'accord. Déjà, je tiens à préciser que je te suis et j'apprécie ce que tu fais. Ah, merci beaucoup. Grâce à toi, je pense que ta voix va arriver jusqu'aux oreilles d'Oligui. Bon. On n'est pas là pour critiquer Oligui. Non, mais on est là pour critiquer les actes d'Oligui. Moi, je veux rester sur ton poste par rapport au partenariat Gabon-Guinée pour alimenter le Wellington en électricité. Chose qui me sidère franchement parce que on se demande où sont les intérêts. Le Gabon gagne en quoi dans ce partenariat, franchement. Donc je sais pas si tu peux essayer de nous donner un peu plus d'informations parce que nous au Bled, tu vois, on nous cache les informations. Du coup, nous sommes obligés de prendre des informations via vous. D'accord? Donc, on vous donne de la force, on vous soutient. Merci de toujours faire ce travail d'enquêteur pour nous. Voilà. Quand tu dis ça, je me vois Sherlock Holmes. Non, après, ça c'est bien à dire parce que franchement, c'est du bon boulot, quoi. En plus, non, mais franchement, il faut le dire. Il faut le dire. Très explicite, très entré dans. Franchement, moi j'aime beaucoup. Ah, vraiment, les gars, ça me touche. Merci beaucoup. Il faut pas hésiter. Non, c'est bon à savoir, ça aussi. Hein. Faut pas hésiter. Les médias au Gabon ne nous montrent rien. Nous sommes obligés de nous informer sur les réseaux sociaux. Et grâce à vous, on a des bonnes informations. C'est qu'on regarde Gabon 24. Gabon 24 ne nous montre même pas la réalité des contrats, des partenariats avec la Guinée équatoriale. Limite, on nous montre un président qui nous fait croire que c'est lui qui donne, alors que c'est grâce à nous qu'il est là. Bon, après, moi, sur le dossier déficit énergétique et connexion avec les installations de Guinée équatoriale, j'ai pas vraiment plus d'informations que j'ai pu donner dans la vidéo. Mais après, de ce que je comprends, c'est vraiment une solution temporaire pour pallier à l'urgence et faire en sorte quand même que les villes de Bitam et un peu moins Oyem et le reste du Wellington soient quand même un peu approvisionnées. Donc je pense que c'est vraiment en attendant et puis on avisera ensuite. J'ai même l'impression que contrairement peut-être au contrat Carpo-Warship, le contrat avec la Guinée équatoriale soit peut-être même beaucoup à l'avantage de l'État gabonais. J'ai pas d'infos que je puisse vraiment donner là, mais des rares informations que j'ai pu avoir, normalement ce ne serait pas un scandale. Et ça va un peu dans le sens d'une espèce d'intégration régionale, d'avoir à échanger avec les pays de la sous-région. Après tout, en Afrique de l'Ouest, c'est un peu comme ça qu'il fonctionne aussi. Mais moi, je dois vous avouer que ce qui me gênait un peu dans cette affaire, c'est que c'est une dépendance qu'on crée. On peut avoir d'autres dépendances. Par exemple, aujourd'hui, l'approvisionnement alimentaire, ça provient beaucoup plus du Cameroun. On est très peu suffisant nous-mêmes en interne. Ça, c'est une dépendance qu'on a depuis des décennies et des décennies. Mais aussi bien cette dépendance-là que la dépendance énergétique, c'est vraiment deux secteurs qui peuvent être critiques. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir ses propres ressources et de pouvoir, au moins sur ces deux piliers-là, ne pas trop attendre de l'extérieur. Et je dois vous avouer que moi, ce que j'attends,
c'est pour ça que je suis impatient que l'après-campagne et la campagne commencent. C'est que je veux questionner les acteurs politiques sur leur stratégie sur ces deux domaines-là. Parce que quand vous voyez les milliards qui ont été investis, par exemple, dans les projets graines et les autres projets qui devaient censés impulser un nouveau boost à l'agriculture, j'attends qu'il puisse y avoir des solutions qui nous soient apportées sur ces deux domaines-là pour essayer de montrer qu'il y a réellement une évolution et une prise de conscience sur le besoin d'être autonome sur ces deux piliers. Ok, mais si on reste objectif, parce que n'oublions pas que le Gabon et la Guinée sont en conflit par rapport à l'île Bani. En effet. Or, le Gabon, la Guinée a tout intérêt à approvisionner le Gabon en électricité. Donc en fait, on va dire que là, les conflits, l'enjeu n'est plus le même. L'enjeu n'est plus le même. Après, on fait aussi beaucoup de bruit sur le conflit entre la Guinée équatoriale et le Gabon. En fait, il n'y a pas vraiment un conflit. Ok, on est en train de vouloir se disputer la souveraineté sur ce territoire, mais on n'ira pas jusqu'à la guerre pour ça. D'autant plus que... Ah bah attends, on peut arriver, hein. Ça se passe c'est peu probable. C'est possible, hein. C'est peu probable. Peut-être que demain... on va pas exclure cette idée, là. On va pas exclure cette idée. Oui, non, on ne peut rien exclure dans la vie. D'autant plus que le président... Là, moi, je disais c'est peu probable parce que le président Obiangema et le président Oligui, aujourd'hui, s'entendent hyper bien. Mais je ne dis pas que dans 2, dans 3 ou dans 4 ans, quand ce sera par exemple Théodorine Obiangema qui est président, il peut y avoir une brouille entre Libreville et Malabo. Et à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir des répercussions et ça, les tensions peuvent monter. Tout est possible. Mais honnêtement, quand vous voyez que ce problème est latent depuis aujourd'hui une quinzaine, voire même beaucoup plus, et à part se disputer devant des cours internationales, ça n'a jamais vraiment compté dans les rapports qu'on a avec la Guinée équatoriale. Parce que mine de rien, on est vraiment très proche des Équato-Guinéens. Donc de ce côté-là, moi j'ai peu de sentiments que ça puisse déraper. Moi, pour revenir sur l'alliance qui a été créée enfin pour l'alimentation du Nord, c'est une alliance qui avait déjà été proposée sous l'ère N'hésitez pas à tapoter, hein. Excuse-moi. Ouais. C'était une alliance qui avait déjà été proposée sous l'ère Ali Bongo. Je pense Bilé Bizé Premier ministre. Bon, maintenant, derrière, je sais pas exactement si ça a été concrétisé parce qu'on sait généralement comment les choses se passent à la maison. Aujourd'hui, c'est fait sous l'ère CTRI, mais c'est pas un nouveau projet. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dérangeant par rapport à la manière à laquelle ça a été fait. Parce que beaucoup se sentent exclus. Pourquoi? Parce que derrière, on va parler de tribalisme, parce que c'est vrai qu'en Guinée, ils parlent franc, ils parlent espagnol, mais bon, beaucoup se disent que bon, enfin, comme c'est le soi-disant neveu du président de la Guinée, est-ce que derrière lui-même, il n'a pas beaucoup à gagner? Parce que quand on traduit un peu le discours aussi du président de la Guinée, ça laisse à réfléchir quand même, on se pose beaucoup de questions. Et aussi, je pensais Tid. Aussi, quand j'ai rejoint ton idée, parce que je rejoins ce que tu dis, parce que je pense qu'on va tomber dans un conflit d'intérêts. Parce que l'île Bani en question, qu'est-ce qu'il en sera après tout ça? Mais vous savez, on s'oriente même beaucoup plus. Bon, quand on met un peu le pataquès il y avait un accord qui avait été signé entre Libreville et Malabo, mais produisait cet accord, bon, on a que j'ai oublié le terme, le document qui montre que cet accord existe, mais on est dans la capacité de le produire parce qu'on n'a pas les archives. Bref, il y a eu un pataquès incroyable qui montre aussi comment notre administration est gérée. Même si la Guinée équatoriale a de bonnes chances de pouvoir récupérer la souveraineté sur cette île. Mais moi, je vous dis, j'ai pas spécialement d'informations, mais c'est mon sentiment personnel. In fine, dans ce dossier, il va y avoir un accord entre les deux pays. Parce que on se dispute cette île parce qu'il y a énormément de pétrole dans les alentours. Et je crois qu'on finira par se dire arrêtons de nous battre. Partageons l'argent en deux. Tu exploites tel carré, moi tel bloc. Faisons de l'argent. Vous allez voir qu'il va y avoir tellement de besoins, aussi bien en Guinée équatoriale qu'au Gabon, que cette histoire finira par être résolue en bonne intelligence. Donc, la probabilité que ça finisse par réellement causer un conflit d'intérêts,
bon, le vieux Obiangema a eu une prise de parole, il se croyait un peu au corps de garde, il essaie à remettre un peu dans ce contexte-là et puis à ne pas vraiment prendre ça en mal. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Ted, excuse-moi, tu voulais prendre la parole et puis on va laisser Josh parler, puis je prendrai congé. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bon, déjà pour commencer, je tenais à féliciter SW. Ça va faire déjà plusieurs mois que je le suis. Et je trouve qu'il fait un travail remarquable dans ses interventions. Il est pertinent. Il fait pas dans l'émotion. Et ses analyses sont très, qu'est-ce que j'aurais dit, froides, si je peux le dire ainsi, en fait. Voilà. Et je vais revenir par contre sur l'interconnexion sur deux choses. La première, c'est sur l'interconnexion entre la Guinée équatoriale et le Gabon. Bon, c'est pas un problème en tant que tel qu'on prenne de l'électricité en Guinée équatoriale, parce que même une puissance comme les États-Unis bénéficie de l'excédent énergétique dont le Canada dispose. D'accord? Donc, c'est pas tant un problème. Mais moi, pour les questions de souveraineté, l'idéal serait que cette situation soit à court terme. Que ce ne soit pas que ça ne devienne pas permanente ou définitive, en fait. Le but, c'est bon. Parce que bon, je sais que c'est un contrat très avantageux, comme SW le disait tout à l'heure, parce que j'ai suivi sur un document de l'ancien Premier ministre. Il disait que à son époque, le contrat était à 60 ou 66 kilowatts. 60 ou 66 francs le kilowatt. Voilà le coût d'achat. C'était ça. Et c'était vraiment un très bon prix, en fait. Et que le Gabon serait beaucoup plus avantageux à prendre l'électricité en Guinée équatoriale que de produire en thermique au niveau du Wellington. Donc, moi, je pense que à ce niveau, il n'y a pas de problème, mais seulement il faudrait que cette situation soit une situation à court terme pour des raisons de souveraineté. Voilà, déjà il y a ce conflit-là par rapport à l'île Mbagné. Et là, je rejoins encore l'analyse de SW tout à l'heure quand il disait que bon, maintenant si le conflit s'embrase, d'accord, on va se retrouver dans quelle situation? Les gars peuvent nous couper l'électricité à n'importe quel moment. Et là, ça va très mal se passer. Bon, ça, c'était le premier point sur lequel je voulais intervenir. Le second, c'est par rapport à Cap-Powership, en fait. Alors, nous sommes partis avec des montants qui ont été annoncés dès le départ. On parlait d'abord de 15 milliards, ou je sais pas, 12 milliards le mois. Et là, soudainement, on tombe à 1,5 milliard. 1,5 milliard. Et on ne donne pas de compte. Moi, je trouve quand même que c'est grave, en fait. C'est grave. Après, Cap-Powership, honnêtement, moi j'ai bien le sentiment que ça, par contre, ça va être un gros scandale dans les mois à venir. Et qu'on va peut-être même se retrouver devant une juridiction. Parce que quand vous voyez les coûts astronomiques que peut coûter cette centrale flottante, je vois mal le pays pouvoir continuer à honorer ce contrat, surtout sur la durée, sans problème. Donc je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment le sentiment qu'à un moment donné, on va se retrouver dans un espèce de contentieux où il va y avoir un arrêt des règlements et ça se finira avec peut-être une condamnation même contre l'État gabonais à payer je ne sais pas combien de milliards, etc. Et ce qui m'inquiète d'autant plus, c'est que j'ai comme l'impression que sur place, il n'y ait pas vraiment de bénéfice de cette solution. Parce que j'ai pas mal d'amis, moi je vis en France, mais j'ai pas mal d'amis qui sont au Gabon, avec qui on échange vraiment continuellement toute la journée. Mais ils me disent que Libreville a été raccordé, mais il y a toujours énormément de coupures. Donc je comprends peut-être que c'est le temps que cette centrale flottante monte peut-être à plein régime et que là pour le moment ils sont encore en train de voir pour les interconnexions. Mais il va vraiment falloir faire vite, parce que si en plus ça coûte beaucoup d'argent. Bon, là, ils disent 1,5 milliard plus le carburant qui doit être livré pour les centrales. Donc, le montant des milliers de litres de carburant, c'est combien? Je ne sais pas. Mais il va falloir qu'effectivement, on trouve une solution pérenne pour régler ce problème définitivement. Sans quoi, on va toujours se retrouver
dans une situation où on va tourner en rond, le problème ne sera jamais réglé, l'activité économique va en pâtir, et même le moral des citoyens. Un de mes amis me disait que sur place, dès qu'il y a un peu de courant, la première chose que tu fais, c'est rebrancher tes téléphones et ton matériel pour que si ça se recoupe, au moins tu as un peu de batterie. Que c'est vraiment une pression constante. Il s'est même étonné de se réveiller en pleine nuit parce que le courant était revenu pour pouvoir repasser ses chemises pour le lendemain. Donc j'imagine que vraiment la qualité de vie sur place ne doit pas être très, très marrant. On vit la galère. Les coupures ont baissé, certes, mais voilà quoi. Hier, ils ont coupé 2 fois dans la nuit. Des coupures de 2 heures. Donc voilà, la galère continue. Non, voilà. J'imagine. Ouais, merci. En tout cas, beaucoup de courage. Si Yassine nous accorde encore 1-2 minutes, moi ce que j'aimerais dire c'est que je défends pas la personne, je connais pas la personne personnellement. Moi je pense que c'est quelqu'un qui a été dans le système, qui a roulé avec le système, qui sait plus ou moins de quoi il s'agit. Alors lui n'étant pas seul, parce que c'était toute une équipe, donc on va dire exemple, s'ils étaient 10, je dis n'importe quoi, s'ils étaient 10 et qu'il est le seul à se retirer en disant que ce que nous avons fait ensemble n'a pas été correct, et moi je peux pas continuer à vous suivre dans ce sens-là. Alors moi je pense qu'il y a matière à se poser des questions. Bon, pourquoi les 9 autres, sachant qu'ils étaient là depuis longtemps, pourquoi les 9 autres s'accrochent? Je pense que, moi c'est pour ça j'essaie d'accorder un peu de crédit à ce qu'il dit. J'écoute. J'ai pas de mal avec ça, mais bon, il y a tout un tas de questions qu'il faut se poser. Parce que moi, j'hésite pas à demander aux gens si, à une époque, il a véritablement été président de la République. Si, certes, il a eu de grosses responsabilités, mais bon, que toutes les charges lui reviennent, je sais pas. Et honnêtement, je trouve ça incorrect aussi qu'on lui reproche ça. Excuse-moi, justement, David, on te laisse chuter en une phrase, et puis on donne la parole à Empreinte, et ce sera Daryl. Et comme je vous disais, vraiment d'ici 5-10 minutes au grand max, je vais devoir vous laisser. Donc on t'écoute, on te laisse chuter, et puis on laissera la parole à Empreinte. Oui, je voulais juste dire ça, et je te reviens dans ce sens, vu qu'il a gouverné comme tous ceux qui ont gouverné, c'est pourquoi je disais que tout cela doivent répondre de leurs actes. On ne doit pas tout simplement incriminer Bilou Bizet. C'est dans ce sens que moi je ne suis pas d'accord, quoi. Parce qu'il y a plein là qui ont gouverné, qui sont toujours dans le gouvernement actuel. S'il faut que parler du Premier ministre actuel, c'était quoi son bilan? Et jusqu'aujourd'hui, moi je ne vois pas son bilan en fait. Parce que ce sont ces gens qui devaient orienter le président dans la manière à se tenir et ce qu'il faut faire de manière à ce que les Gabonais soient plus ou moins satisfaits. Et bon, après, le bilan, c'est celui du président. Hein. Le Premier ministre, il dirige l'action du gouvernement, mais l'impulsion est donnée par le président, surtout dans le système qui avait été mis en place par le PDG et par Ali Bongo. Donc bon, le bilan de Nosima là n'a pas forcément n'a pas lieu d'être, mais par contre moi la démarche du Bibinze effectivement me paraît beaucoup plus conséquente, dans le sens où il a fait le diagnostic des actes qu'ils ont pu poser. Je ne sais pas s'il est sincère, mais en tout cas il donne le sentiment de vouloir changer de paradigme et faire les choses différemment. En tout cas c'est une posture, un couloir qu'il occupe qui est pour moi très, très pertinent. Parce que forcément, il va falloir l'occuper. Et en plus, comme il a la manière et le charisme, la méthodologie nécessaire, bon, normalement, la mayonnaise devrait prendre. Et je le vois bien être comme le nouvel opposant un peu farouche à Bibinze. Donc, Empreinte, on t'écoute. Merci, Loès. Bonsoir à tous. Donc, je voulais intervenir sur plusieurs points. Déjà, le point sur le nom de Ali Bongo qui a été enlevé à l'aéroport de Port-Gentil. Il faut savoir que pourquoi aujourd'hui on enlève le nom de Ali Bongo à l'aéroport de Port-Gentil, c'est tout simplement parce que le président Ludi prépare sa campagne. D'accord ? On sait tous que la province de Port-Gentil et la famille Bongo ont en commun. La majorité des opposants du Gabon
sortait de Port-Gentil, la famille Bongo a fait énormément de mal à la province de Port-Gentil. La province de Port-Gentil est une province où coulait le pétrole en abondance. Si aujourd'hui on regarde la province de Port-Gentil en globalité, ne ressemble à rien comparé à la province du Haut-Ogooué. On est d'accord sur ce point ou pas? J'ai pas compris. Tu faisais la comparaison entre le Haut-Ogooué et puis... Entre la province du Haut-Ogooué et la province de Port-Gentil. On sait tous que la province de Port-Gentil aujourd'hui ne ressemble à rien avec la richesse que la province de Port-Gentil regorge. D'accord, ok. Le gouvernement, le pouvoir Bongo n'a rien fait à la province de Port-Gentil. Ali Bongo, il est encore venu appuyer le mal à la province de Port-Gentil. Ils ont tué des enfants à Port-Gentil. Donc, enlever le nom de Ali Bongo sur l'aéroport de Port-Gentil, je pense que, en fait, c'est donner une certaine image au président Oligui de dire oui, merci, tu nous as enlevé le nom Ali Bongo, tu nous as un nom d'un fils de la province et tout. Donc en fait, c'est juste pour lui, c'est récolter plus de voix pour son électorat après. Oui, non, forcément, il doit y avoir un objectif comme celui-là, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment du domaine du symbole. Même, moi, je perçois un peu de populisme. Après, c'est à laisser dans son contexte. J'ai vu que ça suscitait pas mal de réactions. Moi, perso, j'ai trouvé ça anecdotique. Hein. Honnêtement, oui, on a débaptisé un aéroport, on a mis le nom de Renjambé, ok. Pour moi, vraiment, c'est du domaine du symbole. Donc, Daryl, j'ai vu que tu voulais intervenir depuis les commentaires. Oui. Nous t'écoutons. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Aïe, mon gars SW. Bon, pour être plus sérieux, premièrement, je suis monté par rapport à ce que j'ai entendu concernant Billy Binze. Je suis désolé, mais Billy Binze n'a aucune carrure présidentielle. Arrêtons ça. Déjà, cette histoire de dire que c'est un intellectuel, c'est faux. Ce n'est pas un intellectuel, c'est juste quelqu'un qui arrive à bien s'exprimer sans faire de faute. C'est pas parce que celui qui est là, actuellement au pouvoir, c'est un bêtisier international que Billy Binze devient de facto un intellectuel. Je suis désolé. Billy Binze, pour moi, c'est quelqu'un qui est là, qui fait ce que le système Bongo PDG a toujours fait, c'est-à-dire faire le faux opposant. On l'a toujours eu. C'est un énième faux opposant. À l'heure actuelle, les Gabonais normaux devraient réclamer tout sauf un Bongo, un ancien PDGiste ou un ancien Konabéliste. Trop, c'est trop. Est-ce qu'il n'y a que pour pouvoir diriger le pays? Quand ils sont arrivés, ils ont dit on garde des anciens parce qu'ils ont l'expérience. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec cette expérience? Où en sommes-nous? Après, c'est bien de se dire, de ne pas se contredire. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Moi, je le dis clairement. Les 2 ans là, on est en plein dans du bricolage, de l'enfumage et du rafistolage politique. On quitte d'une pseudo-restauration du pays à comment on appelle ça? Un comité de transition pour la restauration des quelques infrastructures, pour du bricolage en gros en fait. Quel est le bilan à l'heure actuelle? Arrêtons d'aller dans tous les sens. Billy Binze, c'est un faux opposant. Il n'est pas opposant lui là. Il faut que les Gabonais arrêtent de se laisser infantiliser. Et j'ai l'impression qu'au Gabon, si tu n'as pas d'argent, tu peux être crédible comme quoi on va pas te respecter. Billy Binze a quoi de plus que Monsieur Luc Bengonossi? Bengonossi était opposant à Bongo Père. Il n'a jamais été dans le système. C'est Bengonossi qui a affiché aux yeux du pays tout entier que Ali Ben ne pouvait pas se présenter en 2009 à cause de l'article 10. C'est lui qui allé jusqu'à Nantes pour prouver que c'était un Biafrais. Hein? Après, tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup, on voit beaucoup dans les rues à faire des appels à candidature, tu sais. Depuis le début de cette mascarade, Bengonossi a dit que c'est une mascarade. Moi, je le suis sur Facebook. Bon, pourquoi lui, il serait moins crédible qu'un Billy Binze, un rigolo Billy Binze? Pourquoi? Écoute, je vais te répondre vraiment de manière très factuelle. Ou je te laisse finir dès que tu finis. Oui, parce qu'il faut pas que je parle le fil de mes idées. Ça, c'était la première chose. Il faut que les Gabonais arrêtent de donner du crédit à cette vermine. C'est une vermine comme tous ceux qui marchent avec lui.
Attends. En fait, il y a est en bowling, là, parce que je ne comprends pas. Il y a lui, il y a Manganga Moussavu, il y a son père spirituel Mbabesso. Ce sont des vermines. Et moi, je dis, son père spirituel, là, c'est lui qui a tué l'esprit patriotique au Gabon. Je le dis tous les jours. Mbabesso l'a tué les Gabonais. Il a tué la âme des Gabonais. Parce que dans les années 90, les Gabonais étaient chauds. Ils voulaient en découdre. Mais lui, il a carrément détruit. Il a détruit tout ce que les Gabonais pouvaient avoir comme espoir. Ce qui fait que aujourd'hui, les Gabonais deviennent comme des zombies. Ils n'arrivent plus à être posés, à être lucides face à tout ce qui se présente à eux au niveau politique. Il a tout gaspillé. Et Billy Bizet, c'est la même chose. En fait, il suit le même courant, en fait. Donc, arrêtons de nous leçons infantilisées de la sorte. Et pour continuer, Billy Bizet, c'est parce que c'est un ancien voleur de la République. Les gens qui sont derrière lui, c'est parce qu'ils espèrent avoir des miettes. Et ce truc-là où les Gabonais sont toujours en train de suivre des hommes politiques pour avoir quelques miettes, c'est dégoûtant. Hein? On ne peut pas construire un nouveau Gabon avec une population cupide, malhonnête et corruptible. Arrêtons ça. On peut être pauvre et digne. On peut être pauvre et digne. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Les gens qui suivent Billy Bizet, c'est parce que Billy Bizet, c'est un ancien voleur. C'est la même chose. Les gens ont suivi les Chambriers et compagnie. Je prends un exemple. Moi, mon père, il est membre du Union nationale. Depuis des années, mon propre père, on a eu un débat houleux à l'époque de Obama. J'avais dit, je ne peux jamais être dans l'Union nationale parce que c'est un regroupement de voleurs. Ceux qui sont dans ce parti-là, c'est les mêmes gens qui ont détruit le pays. Les Miboto et compagnie, tralala. Et moi, je vais me mettre avec eux. Pourquoi? Mon propre père, je l'avais dit ça. Aujourd'hui, qui a raison? Mon père il était comme omnubilé par ce rigolo de Eriguendo. Le même Eriguendo qui était venu nous mentir quand on avait dit que Bongo était mort. Rappelez-vous, quand on avait dit que Bongo était mort, il était passé à la télévision pour dire que c'est faux. Et au final, c'était vrai. Un chien comme ça, aujourd'hui, il se retrouve encore au PDG. Moi, en fait, quand je parle du Gabon, j'ai beaucoup de ressentiment parce que le Gabon, c'est un paradis, en fait. Le Gabon, c'est un paradis. C'est un pays vaste. Le Gabon est plus grand que le Royaume-Uni. Attends, est-ce que vous savez que le Qatar est plus petit que le Wellington? Le Gabon, c'est un pays vaste avec une petite population qui est extrêmement riche. On ne peut pas se retrouver à être aussi pauvre. On est pauvre à cause des coulabilistes. Si les PDG pouvaient faire leur meeting, il y a 0 personne, mais ça devait avoir un écho. Arrêtons ça. Mais regarde, il y a un truc qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que on fait avec le personnel politique qu'on a, ça c'est un. 2, moi je pars du principe que les gens ne sont pas toujours dans la même position et n'évoluent jamais. Toi-même, tu es quelqu'un qui n'est pas le même qu'il y a 10 ans. Dans 10 ans, tu n'es pas comme tu seras aujourd'hui. Les gens ont du vécu. Et c'est pas parce que quelqu'un a fait des erreurs dans sa vie qu'il doit continuellement les reproduire et qu'il faut impérativement le lui reprocher, surtout quand il vous dit qu'il veut changer. Moi, je suis quelqu'un de très humaniste. J'écoute ce que les gens me disent. Et je n'ai pas toujours de ressenti ou de partir du principe qu'ils se foutent de ma gueule. Je t'écoute, je te donne du crédit. Si jamais je me rends compte que tu t'es foutu de ma gueule, je le prendrai en considération et j'aurai totalement à changer de voie. Mais au moins, j'aurais éprouvé la chose, je te donnerai laissé le bénéfice du doute. Ça, c'est 2. 3. Billy Bizet, et je veux vraiment pas être l'avocat du diable, hein. J'ai pas de sympathie particulière avec le monsieur. Mais quand tu dis ce n'est pas un intellectuel, Billy Bizet n'a effectivement pas fait d'études, c'est vrai. Mais quand tu regardes sa démarche, quand tu regardes ce qu'il met en place pour pouvoir justement faire parler ses actions politiques, il y a quand même un minimum de conséquences, de construction. Et je ne connais pas énormément d'hommes politiques à cette heure qui ont le calibre et la qualité de Billy Bizet. Quand vous voyez la technicité qu'il a sur certains dossiers, que même des gens de ces ministères ne comprennent pas, les amis, les Ivoiriens disent, même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais qu'il court vite. Et vous allez peut-être me dire que c'est parce que royaume des aveugles, les bornes sont rois, et que comme le niveau de notre classe politique en ce moment n'est pas officiel, mais c'est pour ça qu'on se contente de choix comme cela. Moi, je vous répète, on fait avec ce qu'on a. Et ne soyons pas trop difficiles non plus. Et ces gens-là sont des humains comme vous, comme toi et moi. Demain, on nous met à ces postes de responsabilité, on va peut-être commettre des erreurs aussi. Et c'est pour ça qu'il faut
essayer de concevoir et d'apprécier le contexte politique avec un peu plus de froideur. Après, je peux comprendre, il y a énormément d'émotions, il y a eu énormément de mal qui a été fait. Sur le principe, je l'entends. Mais moi, je ne me vois pas être quelqu'un qui vit en fonction de mes émotions. Ma raison prime sur tout cela. Et je pars vraiment du principe que, comme personne n'est parfait, des erreurs, ça existe. Et on est obligé de faire avec ce qu'on a. Luc Bengonsi sera, si jamais ce pays a demain un panthéon, fera partie des Gabonais qu'on devra honorer. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, avec les codes médiatiques qui sont les nôtres, malheureusement, c'est certaines personnes qu'on met en lumière et pas d'autres. Biye Binze aujourd'hui est une espèce de caisse de résonance parce qu'il a eu un parcours, parce qu'il a occupé plusieurs ministères, parce qu'il a été Premier ministre. Et donc c'est pour ça qu'on lui donne beaucoup plus de visibilité. Parce que justement, institutionnellement, il a compté. Pour terminer, je ne pense pas que ce monsieur-là ait énormément d'argent. Regardez un peu comment il organise sa campagne. Je ne vois pas des gens qui sont payés pour pouvoir venir l'écouter. Donc, sincèrement, s'il avait été voleur, le CTRI qui donne le sentiment de s'en inquiéter, à part si vraiment c'est une entente entre eux, hein, que mets-nous tous les coups que tu veux, on va jouer toi et moi, et au final, on finira par s'entendre. On a déjà vu ça dans ce pays, donc je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais j'ai le sentiment qu'avec les informations que nous avons aujourd'hui, si réellement il y avait quelque chose qui aurait pu lui être reproché, il ne se baladerait pas comme il le fait là aujourd'hui. Mais bon, c'est vrai que tout à l'heure, quand j'ai parlé, j'aime beaucoup les organes, mais c'est normal. Parce que moi, je suis un patriote dans l'âme depuis des années. Depuis des années, je suis comme ça, depuis tout petit. En 2005, Bongo Père est venu dans mon lycée, au lycée Mba. Pendant que tout le monde s'agitait, moi, j'étais en train d'insulter dans mon cœur parce que je savais que c'était lui le mal du pays. Bref, je comprends en fait, je comprends ta démarche. Toi, tu essaies d'être logique jusqu'au bout. Mais à un moment donné, le Gabon ne peut pas s'en sortir avec cette logique-là parce qu'on a besoin d'un dirigeant digne, crédible, vaillant et patriote. On a besoin de patriotisme à la tête de l'État. En tout cas, l'exigence, c'est important. Il continue d'être exigeant. Oui, c'est ce genre de citoyen qu'on veut. Bon, par contre, je vais vraiment vous laisser. On m'attend. Ok, il n'y a pas de souci. J'essaierai de faire des lives plus souvent. Vraiment, j'ai beaucoup aimé l'exercice. Attendez-moi à me revoir dans cette position assez souvent maintenant. Donc, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vous remercie infiniment d'avoir tous été présents. Il va y avoir un replay sur ma chaîne YouTube de ce live. Donc, si vous souhaitez le revoir ou le réécouter, ce sera avec grand plaisir. Donc, c'était votre GaesW. Excellente soirée à vous, les amis, et à très bientôt.